Donc, ce cas va également illustrer la confusion autour des myélopathies. Nous avons donc une patiente de 36 ans qui n'a pas d'antécédents et qui, depuis 2 ans, présentait un tableau de myélopathie progressive. Elle avait en effet des troubles sensitifs, des dysesthésies spontanées, non aggravées à l'effort, ni à la toux, ni à l'antéflexion. Quelques mois après, elle présenta donc une lourdeur des 4 membres jusqu'à la perte de la marche avec des troubles sphinctériens à type de rétention urinaire complète. L'examen clinique trouvait une tétraparésie proximodistale et un niveau sensitif D6. Voilà donc son IRM, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une petite dose amygdalienne oui. Qui arrive. Micro, s'il vous plaît. Donc, il y a une dose amygdalienne et un hypersignal intramédulaire incomplet et pas très étendu, postérieur. Plutôt central. Plutôt central. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que l'image n'explique pas tout, puisqu'ils ont D6 et vous avez dit tétra. Oui. Donc, il y a autre chose. Elle a une ptose amygdalienne quand même. Si c'est là, ça va être paraplégique, puisque là, elle a quand même une ptose il amygdalienne. n'y a pas de tête des membres supérieurs. C'est ça. En disant ptose, ça suppose que tout le monde a pensé à la syringonie. Oui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est un peu le signal. Le signal dans la syringonie, c'est vraiment un signal LCLR. Donc, normalement, on doit avoir un hypersignal beaucoup plus important que ça. Et un hypersignal beaucoup mieux limité dans la syringonie, alors que là, on a l'impression que c'est un hypersignal qui est un peu flouté. Donc, voilà, effectivement, il y a oui, mais l'hypersignal est atypique pour une syringonie. En effet. Il y a la normalité du jet de l'eau. Il y a la normalité, je suppose. La normalité de... Voilà. Vous n'avez rien. Donc pour une syringomyélie... En tout cas, voilà, donc c'était les seules anomalies qu'on voyait avec donc cette ptose amygdalienne. Les radiologues trouvaient effectivement, on avait discuté, donc pour eux ça faisait syringomyélie. Et donc c'est sur cette hypothèse que la personne, donc cette patiente a été adressée pour traitement de sa syringomyélie, compliquant une malformation de la charnière. Elle a eu donc sa craniotomie. Et l'évolution s'est faite vers l'amélioration partielle avec, donc voilà, elle a récupéré la possibilité de s'asseoir, d'utiliser sa main, voilà, elle n'a pas repris la marche quand même. Alors 6 mois plus tard, elle fait une réaggravation sur le plan moteur avec une lourdeur des 4 membres. Bien sûr, l'attitude c'est de demander une IRM. Alors voilà donc son IRM qui confirme effectivement les doutes qu'on avait par rapport à l'aspect radiologique initial. Donc cette lésion qui n'arrivait pas vraiment à nous convaincre par rapport à sa nature, donc syringomyélique, effectivement maintenant elle est très étendue, donc elle est centromédulaire, enfin transverse avec une atteinte plus étendue, atteignant également le bulbe. Et donc, et puis elle continue, donc 2 mois plus tard, elle a fait une poussée visuelle, BAV bilatérale rapidement cécitante, avec à l'examen ophtalmo une neuropathie optique sévère. On fait une IRM. Et voilà donc les lésions une IRM encéphalique, les lésions qu'on observe à l'IRM. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous avons quand même donc, cet hypersignal au niveau du nerf optique, de façon bilatérale. Et puis, voilà, donc au niveau du chiasma, en effet, oui. Et puis donc les lésions supratentorielles. Donc, pardon? Excusez-moi? Plus les acropoïnopathies, postérieures et chiasmatiques. Effectivement. Donc, elle regroupait les critères de Barkov pour la myélite. Donc, on a fait une ponction lombaire qui a retrouvé une hyperprotéinorachie à 1 avec des anticorps qui restaient quand même négatifs et un bilan d'exclusion qui était également négatif. Donc, nous avons conclu à une NMO type séronégative en fait. Séronégative. Oui, d'accord. Oui. Mais les antimorphes oui. aussi. Oui, alors ils n'ont pas été faits, effectivement. C'est une femme qui est, bon, c'est vrai, 31 ans.
Donc ça fait un peu plus vieux pour les MOG. Le traitement, donc elle a eu une corticothérapie intraveineuse pendant 5 jours et un relais Péros avec une amélioration nette sur le plan visuel et moteur. Donc nous avons donc cette discussion par rapport à la coexistence entre malformation et NMO. Donc appuyé par la littérature, on a trouvé donc un papier qui parlait d'enfants qui avait la malformation et également une myélite transverse, avec certaines nuances par rapport à l'imagerie, notamment au niveau de le syrinx, il y avait des différences par rapport entre la NMO et les malformations de type congénital. Donc je vous laisse regarder, comme je n'ai plus le temps. Voilà, merci. La séance